Mes amis, bien le bonsoir. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire qui est en train de se jouer en ce moment dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic qui a coulé par 3800 mètres de fond en 1912. Et en fait, il y a une société qui s'appelle Ocean Gate. Gate, elle porte déjà le nom d'un scandale. Ça me rappelle le Watergate, l'Iran Gate. En fait, c'est une société qui propose des expéditions sous-marines à bord de submersibles de sa propre fabrication. Alors ces appareils sont fabriqués par cette entreprise, c'est des engins purement expérimentaux, ils ne sont certifiés par personne, ils ne sont garantis par personne. Et là, en ce moment même, il y a 5 gars dans un de ces submersibles. Ils sont partis dimanche matin pour plonger sur l'épave du Titanic et on est sans nouvelles d'eux. Le problème, c'est que au moment où ils ont commencé à plonger le dimanche à 8 heures du matin, ils avaient 96 heures d'oxygène, 4 jours comme qui dirait, et puis ceci va expirer jeudi matin. Donc, quand je regarde cette histoire, je suis assez abasourdi. Alors, bien sûr, je vous dis tout de suite, je ne suis pas dans le sous-marin. Donc il y a des gens peut-être qui sont de ce métier-là, qui peuvent peut-être critiquer ce que je vais dire ce soir, mais il y a des choses qui me choquent. Mais je réfléchis bien entendu sur le plan de l'aviation, sur le plan de l'aérien. Premièrement, quand on regarde ce sous-marin, il est piloté par un contrôleur. C'est une sorte de contrôleur de jeu fabriqué par Logitech pour qu'il soit utilisé avec des consoles de type PlayStation. Alors, dans un avion de ligne, je ne sais pas pour les sous-marins, encore une fois, je vais rester modeste par rapport à cet environnement-là. Dans l'aviation, ça serait quelque chose d'absolument inacceptable. Ça signifie que, par exemple, on ne pourrait pas imaginer un Airbus dont on aurait remplacé le manche, par exemple, le mini-manche, par un appareil de chez Logitech, n'est-ce pas? Par un appareil de jeu. D'autant plus que lorsqu'on regarde sur Amazon, cet appareil-là, ce contrôleur, il a à peu près 50% d'avis négatifs. Ça signifie, si on regarde 3, 2, 1 étoile, il y a beaucoup d'avis négatifs. Et en particulier, les gens se plaignent de quoi? Ils se plaignent de déconnexion intempestive. Et ils disent, voilà, j'ai commencé à jouer et je suis mort. J'ai été tué. Maintenant, quand on est mort dans un jeu, c'est pas la même chose que lorsqu'on est mort dans la réalité. Si les gars avaient pris un contrôleur sur un Boeing ou sur un Airbus qui est construit pour ce qu'on appelle des mission critical, qui est construit pour des missions critiques. Ça signifie qu'à l'intérieur, il a des circuits de self-test, il a une redondance construite à l'intérieur, il a été éprouvé pour les conditions les plus extrêmes, il a un MTBF énorme. Bon, il aurait peut-être été négocié avec la FAA, mais en tout cas, le truc, c'est que il me paraît, dans mon sens, bien entendu, je ne sais pas comment ça se passe dans les sous-marins, c'est peut-être acceptable, mais sur le plan purement de l'aérien, c'est un choix ahurissant. Ce tube, parce qu'en fait c'est un tube en acier et en titane, a été enrobé, quand on regarde le site internet de la compagnie, a été enrobé de fibres de carbone. Donc ils ont pris un tube, ça ressemble à un gros cylindre, c'est pas un gros cigare, et puis ils ont commencé à l'enrouler. Alors ils ont enroulé de fibres, il y a une machine, ils tournent, et puis ça enroule, et ils en ont mis pour 12 cm et demi d'épaisseur de fibre. Ce qui, à leur sens, le garantit jusqu'à 4000 mètres de fond, le Titanic gisant par 3800 mètres. Donc quand il arrive au niveau du Titanic, il a à peu près 200 mètres de battement pour arriver jusqu'à sa profondeur maximale, certifiée par personne, bien entendu. C'est 4000 mètres, c'est pas comme si on en avait fabriqué 50 et puis on les avait envoyés par de grandes profondeurs et puis qu'on avait vu combien ils tiennent. C'est juste une estimation à l'emporte-pièce. Il y a un truc assez étrange, et je parle encore une fois du côté de l'aérien. Regardez. Je pris une canette vide, et puis, mettons que je veux la renforcer. Alors, je peux la renforcer, par exemple, par des fibres. Mettons, je peux la renforcer soit par ça, soit par des fibres. Alors, admettons que je veuille la renforcer par des fibres. Alors, je prends ma canette, n'est-ce pas? Je vais peut-être attacher ici, j'ai une idée d'attacher ici, pourquoi pas, ça c'est peut-être bien. D'accord? Et après, ce que je fais, je vais faire comme ils ont fait. Ça signifie, je vais enrouler, n'est-ce pas? Je vais enrouler ma ficelle, n'est-ce pas? Ma fibre de carbone sur la canette, pour la renforcer. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de renforcer ma canette.
et je pourrais potentiellement envoyer 12 cm et demi d'épaisseur de machin, vous avez compris, de fibres de carbone. C'est à peu près ça la construction. Alors, sur le plan de la physique, c'est que ce type de système, ce type de ce que je viens de vous montrer ici, ça marche extrêmement bien lorsque la surpression vient de l'intérieur. Ça signifie lorsque on a une hyperpression, par exemple, si vous prenez l'Airbus A350, quand il est en vol en croisière, lui est fait de fibres de carbone, eh bien, il est pressurisé. Ça signifie qu'en réalité, la pression à l'intérieur est plus élevée que la pression au dehors. Alors, quand il y a des forces qui ont tendance à pousser cette tôle vers l'extérieur, le fait d'avoir ces fibres-là, effectivement, est un renfort bienvenu. Quand on est dans la logique de sous-marin, qui me semble très particulière vu l'équipement utilisé, eh bien, ceci, malheureusement, ne va pas apporter de grandes garanties, parce que la pression vient de dehors, et vous remarquez que malgré cette fibre, un seul de ces brins peut facilement tenir plusieurs dizaines de kilos, et vous avez vu combien de tours j'ai fait. Là, si je veux casser la fibre de l'intérieur, il me faudra à ce stade déjà peut-être plusieurs centaines de kilos pour y arriver. Mais depuis l'extérieur, hein, vous remarquez bien, depuis l'extérieur, hein, d'accord, je n'ai pas vraiment de garantie par rapport à des pressions qui viennent depuis dehors. Donc je peux assez facilement, n'est-ce pas, écraser cet objet. Ça, c'est une première chose. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que cet appareil, ce submersible, semble être fait de bric-à-brac. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont très fiers d'expliquer que, voilà, par exemple, les tubes hein, sur lesquels on peut se tenir sont des tubes qu'ils ont achetés dans un magasin pour des caravanes. Ils ont une télévision qui semble être une sorte de télé qu'ils ont ramené d'un magasin de télévision. Ils ont des robinets, hein, ils ont des robinets. Et c'est des robinets... il y a des textes qui sont écrits au stylo. Ça signifie on a une sorte de ruban adhésif qui est placé là, une sorte de gaffeur, et par-dessus, au stylo, au gros feutre, on a écrit à quoi ça sert, ces choses-là. Donc là, en termes d'indication, en termes d'ergonomie, il y a beaucoup à dire. Et en plus, on ne voit aucune redondance. On voit juste ces robinets qui sont là. Alors si, je ne sais pas, par exemple, il y en a un qui s'est écrit HPA, probablement air sous pression. Hein, ça permet probablement de vider l'eau qu'il y a dans les ballasts. Il y a un autre, ça s'appelle ballast, probablement du ballast solide, peut-être du plomb, des choses comme ça qui permettent d'entraîner l'appareil par le fond et puis qui peut lâcher, hein, qui peut relâcher. Mais le problème, imaginons qu'il est en profondeur et il veut y remonter, s'il tourne cette manouille et si elle lui reste à la main, ben il est extrêmement embêté. Parce que ça a l'air d'être une sorte de manivelle comme on trouverait dans un domicile pour un tuyau d'eau et autre. Ça a l'air d'être un truc extrêmement basique qu'il a dû acheter dans un bricot loisir. Donc, s'il tourne la manette et elle lui reste entre les mains, c'est extrêmement embêtant si elle casse. Parce que là, il faudrait une pince, et il faudrait une pincetto, un truc comme ça. C'est pas le genre d'objet que tu trouves assez facilement à ces profondeurs-là. Les gars, ils sont descendus, ils étaient 5 à l'intérieur. Il y avait un pilote, et puis il y avait 4 personnes, des Britanniques majoritairement, dont un père et son fils de 19 ans. Et imaginez-vous qu'ils ont payé 230 000 $ chacun pour y être. Ça signifie que ce père et son fils, ils ont payé près d'1 demi-million de dollars pour l'expédition, littéralement dans une sorte de grosse cocotte minute faite d'objets hétéroclites. Donc, les manettes, c'est des trucs de la robinetterie de domicile, en fait, hein, domestique. Là, le contrôleur, c'est un truc à 40 € de chez Logitech et qui déconne tout le temps. Alors maintenant, le hublot, on se demande, c'est quoi? C'est un hublot de machine à laver. Les boulons par lesquels il est attaché, c'est des boulons 80 centimes chez eBay. Ça a l'air d'être complètement bancal, cette histoire. Et je suis ahuri que des gens payent des sommes aussi élevées, mettent leur vie dans des dispositifs aussi précaires, et puis partent par des grandes profondeurs. C'est juste ahurissant. J'arrive pas
à en revenir. On n'arrête pas de critiquer les hélicos, de critiquer les Airbus et les Boeing et tout ça sur ce canal, mais j'ai l'impression que dans le sous-marin, là, c'est encore le Moyen-Âge à ce stade. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont perdu la communication avec eux, donc il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de signe de vie. Ils sont en train de les chercher. Le problème, c'est que il ne reste que 40 heures d'oxygène, à supposer qu'ils en aient besoin à ce stade, hein, parce que le problème, c'est que s'il s'agit d'une fissure à cette profondeur-là, s'il y a une fissure ou une surpression qui a écrasé ce vaisseau, le problème de l'oxygène ne se pose pas à ce stade. L'armée américaine cherche, ils ont un appareil, ils ont une sorte de robot qui peut aller à ces profondeurs-là, et le problème, c'est le temps. C'est qu'on ne peut pas déployer aussi rapidement des secours dans ces endroits-là. Ça prend du temps, il faut de l'équipement qui est très lourd, qui est des fois à l'autre bout du monde, et qui ne se déplace pas comme ça. Et ça fait partie aussi des problématiques de ce genre d'expédition. C'est que les gens, quand ils sont descendus dans cet appareil, ils devaient savoir qu'il n'a pas de redondance, qui est construit comme je viens de vous décrire. Eh bien, ils devaient savoir qu'en cas de problème, que ce soit même un problème mineur, il n'y a personne pour les secourir. Que leur oxygène se terminerait avant que le premier submersible capable d'atteindre cette profondeur vienne les voir. Voilà le problème. Il y a là-dedans, c'est extrêmement claustrophobe comme endroit, hein. C'est un tube, il n'y a pas de siège, il n'y a rien, c'est juste un tube en acier à l'intérieur. Hein. Donc il faut juste s'asseoir, enlever ses chaussures, rentrer, s'asseoir, épaule contre épaule, et puis descendre, hein, comme descendaient les anciens mineurs dans ces ascenseurs qui allaient dans les entrailles de la Terre. Non, voilà, il y a une inquiétude grandissante à leur sujet ici au Royaume-Uni, hein, tout le monde en parle, mais pour être honnête, je ne sais pas si à ce stade il faut entretenir de l'illusion. Enfin. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo. Je suis abasourdi, vraiment. Et on va voir les news ces prochains jours, ce qui va arriver. À très bientôt.